d'autres exemples. La question de l'évaluation. La question de l'évaluation, beaucoup de mal à se mettre en place, parce que l'évaluation renvoie à des questions de mesure, historiquement. On évalue au sens physique du terme, c'est-à-dire que c'est plus ou moins 1 centimètre, c'est plus ou moins 3 degrés, c'est plus ou moins... Donc c'est des tolérances à des mesures. C'est historiquement ce qui revenait à la question d'évaluation, et maintenant on évalue, c'est des jugements de valeur. L'évaluation devient un jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, etc. À propos de catégories qui ne sont pas construites encore. Donc vous avez ici, à travers la question de l'évaluation, une déstabilisation des éléments de repère, une déstabilisation des référents, une déstabilisation de la façon dont les salariés peuvent se représenter les dynamiques économiques. Troisième exemple, les relations marchandes. On dit en économie de marché. D'autres termes, quand on dit en économie de marché, bien, en gros, l'économie serait dominante. Serait dominante au sens où ce qui invoque une économie de marché, c'est la capacité de produire un bien, de l'échanger sur un marché, d'avoir un prix qui vient réguler les éléments de quantité. Donc immédiatement, marché vous évoque un objet échangé sur un marché avec des logiques de prix qui viennent s'inscrire dans des logiques qui s'adossent à des produits échangés dans une certaine quantité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de logiques marchandes sans marché. Il peut y avoir des échanges marchands, mais sans qu'il y ait de marché pour autant. En d'autres termes, vous pouvez avoir des logiques où la monnaie circule, sans que derrière la construction du marché au sens strict du terme soit une référence pertinente. Prenons, puisqu'ici il y a un certain nombre de consultants, l'activité de consultant, c'est une activité marchande, il y a beaucoup d'échanges marchands pour être consultant, mais il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de capacité à déterminer un objet particulier qui va être échangé. Il va y avoir une activité de coproduction avec un bénéficiaire, il va y avoir une de co-élaboration d'un projet de consultance, d'accompagnement, de conception, etc. Mais il n'y a pas de marché. Le marché est fantasmatique. Le marché n'est pas compréhensible. Vous avez des tas de situations en termes économiques où le public s'articule au privé. Les situations, la façon dont un certain nombre d'opérations sont solvabilisées est une combinaison d'activités qui relèvent de transferts publics et d'activités qui relèvent d'échanges marchands. Les services à la personne en sont l'exemple même. Vous avez donc toute une série d'activités beaucoup plus complexes que la question du marché, et le marché est un référent inopérant par rapport à une série d'activités économiques. On va prendre une série d'autres éléments, tout ça pour vous dire que les transformations structurelles qui se sont déroulées ces 30 dernières années, qui sont aussi importantes que la révolution industrielle fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, changent les données de l'économie, changent les données de la création de valeur, et lorsque l'on utilise les anciens référents, eh bien, les gens sont perdus, en d'autres termes, sont perdus, ou perte de sens de ces référents, ce qui crée un trouble, ce qui crée une incertitude, ce qui crée quelque chose qui, encore une fois, sort du prescrit. Toutes ces raisons font que le prescrit est aujourd'hui faiblement opératoire. Le prescrit est aujourd'hui peu opérant pour assumer les tâches et l'activité de travail, pour assurer les objectifs que se donnent les organisations productives, qu'elles soient industrielles ou de services. La coopération, alors, devient absolument centrale. La coopération devient un objet central. Certes, il reste, bien entendu, de la coordination, certes, il reste bien entendu du prescrit, mais l'essentiel de la valeur ne se crée pas sur la base du prescrit, c'est l'inverse. L'essentiel de la valeur va s'établir sur la base de cette coopération. Alors, troisième partie de mon propos. Ça va, François? C'est bon? Oui, peut parler? Bon. C'est mon ange gardien, François. Un ange. Donc, ma troisième partie, c'est toute coopération suppose la confiance. Alors, si la coopération est centrale dans la création de valeur, si toute coopération suppose de la confiance, vous comprenez alors que la confiance devient l'un des actifs immatériels, stratégiques et essentiels des organisations et des entreprises. Alors pourquoi? Sous quelle forme? Alors, d'abord, il faut avoir en tête que la coopération peut se décrire sous
trois modalités ou dans trois orientations. La plupart du temps, historiquement, on a reconnu l'existence de la coopération horizontale, c'est-à-dire la coopération entre pairs, au sein d'une même équipe, donc entre collègues, pour reprendre une expression comme ça un peu répandue. C'est la première type de coopération. Il va falloir donc des confiances entre collègues. Il va falloir établir, pour que cette coopération puisse se développer, une confiance dans ce cadre horizontal. Le deuxième type de coopération traditionnelle, c'est aussi la coopération verticale, au moins traditionnelle, on va dire. La coopération verticale, c'est-à-dire l'idée de coopération au sein de la ligne hiérarchique. La coopération des cadres avec leurs collaborateurs et inversement, la façon de collaborer des collaborateurs avec leurs cadres, avec leurs responsables. Cette coopération exige aussi de la confiance. Cette fois-ci, une confiance interne à la ligne hiérarchique. Confiance qui est attribuée au cadre, confiance qui est attribuée par le cadre aux collaborateurs. Sans confiance, ici, pas de coopération possible. Troisième dimension de la coopération, c'est la coopération transverse. On appelle dans notre jargon, à nous, la coopération transverse pour la désigner, c'est-à-dire la coopération avec les bénéficiaires des services. Pareil, les bénéficiaires des services sont confrontés au fait que ce qu'ils attendent d'un service qui est prescrit sur le papier du service, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Eh bien, il va falloir coopérer entre le prestataire de service et le bénéficiaire du service, ce qui va reposer sur de la confiance. En d'autres termes, il y a trois formes de coopération: la coopération horizontale, la coopération verticale, la coopération transverse. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de coopération sans confiance? En d'autres termes, comment s'expliquer le fait que la coopération exige cette confiance? Eh bien, si on essaie de ramasser les choses en un ou deux mots, la coopération exige de s'impliquer. Les personnes, les individus, salariés, quel qu'il soit leur niveau de responsabilité, sont obligés de s'impliquer à travers la coopération, et à travers cette implication, ils prennent des risques. Ils prennent des risques vis-à-vis d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, et ils prennent des risques vis-à-vis des autres. Et c'est cette prise de risque qui pose le problème de la confiance. Pour vous donner quelques exemples, parce que les prises de risque ne sont pas les mêmes selon le type de coopération. Les prises de risque ne sont pas identiques lorsqu'on est dans la coopération entre pairs, lorsqu'on est dans la coopération avec le cadre et lorsqu'on est dans la coopération avec le client, avec le bénéficiaire, puis ensuite avec le cadre. Je vais reprendre quelques exemples et vous montrer les problèmes qui se posent. Dans la coopération horizontale, dans le travail qui va s'opérer et dans l'engagement qui va s'opérer avec l'autre, donc dans la coopération avec l'autre, eh bien le travail s'opère sous le regard de l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous dévoilez à l'autre la façon de faire, la façon dont vous faites, vos recettes, vos techniques. Si Christophe était là 2 jours, il dirait les tricheries, la façon dont vous bidouillez, la façon dont vous vous débrouillez de situations. En gros, voilà, vous livrez devant l'autre. Pas très agréable si on n'a pas confiance dans l'autre, pas très agréable si on n'attend pas de l'autre de l'empathie, pas désagréable, très agréable si on considère que l'autre, tout d'un coup, va établir un jugement de valeur sur vos boudillages. Là, il y a un premier risque, la vulnérabilité par rapport au jugement des pairs. On est vulnérable. Et pour pouvoir surmonter cette vulnérabilité, il faut que la confiance soit établie, construite, stabilisée. Deuxième aspect, agir ensemble, c'est s'engager. C'est donc capable de faire face aux événements ensemble. Et sans donc prendre le risque d'une défaillance. Parce que certains événements nous conduisent à la défaillance. Mais l'autre, en s'engageant, attend que vous teniez le coup. Attend que vous soyez capable de faire face à cet événement, parce qu'il compte sur vous dans la coopération. Le risque de défaillance est extrêmement désagréable. Le risque de se présenter dans une incapacité à faire face à
devant l'autre est extrêmement pénible. Une logique défensive peut se mettre en place.